C'est rare qu'on puisse avoir l'occasion de discuter, de dialoguer entre nous, finalement, avec tous les acteurs de la chaîne, aussi bien en amont qu'en aval, c'est-à-dire les scénaristes, les producteurs, les distributeurs, les diffuseurs. Et donc, du coup, pour moi, l'intention de cette table ronde, c'est qu'on puisse vraiment, sans avoir de certitude, se relier et voir ensemble comment on peut co-créer ces fameux récits de demain qui commencent dès aujourd'hui. Donc, autour de cette table, nous avons donc Jeanne Marchalot. Jeanne, vous travaillez au Story Lab de France Télévisions. Vous nous raconterez un peu votre regard, ce que vous faites. C'est vraiment un laboratoire autour de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle. Voilà, c'est du work in progress, d'après ce que j'ai compris. Yves Darondeau, vous êtes donc cofondateur de Bonne Pioche, producteur. Vous êtes réputé comme vraiment travaillant dans les nouveaux récits. Vous vous êtes fait connaître il y a combien d'années maintenant avec La Marche de l'Empereur 15 ans. Et donc vous êtes un pionnier. Johanna Gallardo, donc vous travaillez à Film Paris Région, vous vous occupez donc des relations institutionnelles à Film Paris Région, vous êtes aussi notre partenaire. Et Julien Neutre, donc vous êtes directeur de création du Centre national cinématographique du CNC. Donc je voudrais déjà faire un petit tour de table rapide pour chacun de vous. Qu'est-ce qu'un nouveau récit? Alors, il n'y a pas de... c'est une première question, il n'y a pas de certitude, mais déjà, quel est pour chacun de vous le nouveau récit, un nouveau récit? Jeanne, on commence avec vous. Ok. Juste en préambule, pour dire quel type de projet France Télévisions coproduit via le Story Lab. Donc en fait, c'est tous les films et apps en réalité augmentée, réalité virtuelle, qui utilisent de l'intelligence artificielle, et ce sont des récits immersifs, interactifs et non linéaires, à la fois dans le documentaire et la fiction. Donc, les nouveaux récits, je dirais que le Story Lab est en plein dedans. Ça fait partie du périmètre. Je développe des projets sur la thématique de l'écologie, en se posant des questions, parce que l'intervenant précédent disait ce qui nous attend. Et par exemple, j'ai un projet sur l'eau, la raréfaction de l'eau, sa monétisation et évidemment la hausse du niveau de la mer, puisqu'en 2050, le niveau de l'eau aura augmenté de 25 cm. C'est comment on raconte une histoire pour sensibiliser les publics aujourd'hui, sans être anxiogène et tout en laissant entrevoir un futur possible, pas complètement noir. Donc c'est assez délicat, par exemple. Merci. Yves, alors pour vous, c'est quoi un nouveau récit? J'ai le droit d'enlever le masque? Bien sûr. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nouveau récit, je sais pas, la question elle est vaste. Spontanément, j'ai envie de dire que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu ou pas encore trop vu. Donc une fois que j'ai dit ça, je vais pas dire grand-chose. Mais après, il y a la question du fond et de la forme. Donc moi, je me place toujours dans l'impôt d'un spectateur. Et ce que j'aime découvrir, c'est être transporté par une histoire, par des personnages qui me surprennent parce que je rentre dans un univers que je n'ai pas encore trop vu. Et si en plus de ça, il peut y avoir une intention, un discours et du sens pour un avenir qu'on espère meilleur, je ne peux que m'en réjouir. Voilà. Donc c'est un vaste chantier. En tout cas, c'est une question qu'on se pose en permanence. Avec l'envie d'innover, parce que je pense qu'on est tous animés par ça, mais aussi la nécessité et l'envie, bien sûr, de faire en sorte que ça existe. Donc on connaît aussi
les contraintes, les attentes de nos partenaires avant de pouvoir toucher le public. Et c'est réussir à trouver ce juste équilibre entre l'innovation pure, j'ai envie de dire, la singularité et la réalité économique de notre milieu et la réalité des diffusions, du type de diffusion possible. Joanna. Je rejoins ce qu'a dit Yves. Peut-être, oui, ce qui n'a pas encore été représenté ou ce qui est peu représenté, ce qui est à côté d'un champ général de représentation, qu'on voit peu, d'être curieux et attentif au coin, au recoin et à ce qui se passe derrière. Ça, c'est aussi pour moi les nouveaux récits. Et peut-être, du coup, le nouveau récit, c'est aussi de réfléchir à la façon dont, quand on raconte une histoire, à comment elle va être fabriquée. Et du coup, à prendre en compte la façon dont on va fabriquer le film. Et en fait, Film Paris Région, on est très engagé sur ce sujet-là à travers le collectif EcoProd, qui prend en compte l'impact environnemental d'un film en mettant à disposition des outils et des formations. Et en fait, plus on creuse le sujet, plus on se dit, quand on parle de fabrication, qu'en fait, on doit travailler aussi avec les scénaristes et pas seulement les gens qui fabriquent, j'entends les chefs décorateurs, les directeurs de production, mais si effectivement dans l'histoire quelque chose est décidé, de mettre une explosion par exemple, qu'est-ce que ça implique dans la fabrication d'un film? Au départ, on n'était pas sur ces réflexions-là dans le contenu, c'était pas notre champ. Maintenant, évidemment, plus on creuse le sujet, plus ça arrive sur le devant de la scène. Ouais, petit rituel de... On fait tomber les masques. Voilà. Merci, bonsoir à tous. Alors, un nouveau récit pour moi et pour le CNC, du point de vue du CNC, du directeur de la création du CNC, tout récit en fait est nouveau si tant est qu'il émane d'un regard d'auteur, de créateur singulier et donc qui va apporter sa perspective, son point de vue particulier sur un sujet. Et notre enjeu, nous, on n'est pas comme certains, comme Yves, comme vous, les diffuseurs, les producteurs, les créateurs, les auteurs, on n'a pas la main sur le guidon de la création. Nous, on ne crée pas au CNC, mais on doit créer de la création, donc créer les conditions qui permettent un renouvellement permanent et permettre à ceux qui créent de le faire dans les meilleures conditions, de la manière la plus libre possible. Et ce pari-là doit conduire à prendre en compte, du coup, le contemporain, à prendre en compte tous les enjeux, si cette liberté, elle est en effet effective. Et donc, c'est une lutte permanente, et tous nos enjeux réglementaires, d'accompagnement, sont tournés vers cet enjeu de la liberté de la création, qu'il faut rendre effective. Comment on rend libre ceux qui créent, libre d'appréhender tous les sujets, libre d'appréhender toutes les perspectives, tous les points de vue. Et donc ça conduit à des enjeux très très concrets. On est libre si on a accès, d'abord, à la création. Donc ça part très en amont dans les écoles, la formation. Je sais qu'il y a des personnes de Courtrage, mais dans la salle, voilà, ça fait partie des initiatives qu'on soutient pour essayer de démultiplier les chemins qui mènent à la création, donc très en amont. Ça veut dire aussi soutenir dans les moments fragiles les créateurs, les producteurs, pour rendre possible l'émergence de nouveaux récits. Donc là, on a toute une batterie de solutions, d'aide à l'écriture, au développement. Voilà, à chaque étape de la création, on a des solutions. Enfin, on essaye en tout cas. Elles sont toujours perfectibles et on les co-construit en permanence avec le secteur, mais c'est très concrètement pour permettre ce renouvellement et de nouveaux récits. Et donc ça, c'est des paris de recherche et développement. Et nous, de notre point de vue, évidemment, la création, ça ne se décrète pas et on n'est surtout pas là, nous, le CNC, pour l'orienter. On est là pour la permettre, créer les conditions de sa meilleure émergence. Et ensuite, c'est aux acteurs de la création de l'incarner et de faire émerger ces nouveaux récits. Oui, effectivement, ce matin, on évoquait le fait que le terme nouveau récit est dans le fond un peu un pléonasme. Par définition, un récit est toujours nouveau. Et pour autant, les récits actuels ne reflètent pas toujours les enjeux contemporains et la pensée complexe.
Et donc vous, en tant que directeur de la création du CNC, qu'est-ce que vous observez sur cet état des lieux de la création? Qu'est-ce que vous voyez émerger? Est-ce que c'est à la hauteur des enjeux? Compliqué d'en faire une réponse simple. Ce qui est sûr, c'est que c'est un enjeu, sans cesse, mais ça l'a toujours été. C'est pas simple parce qu'il y a une multiplication d'acteurs, comme tu le disais, et je pense que vous êtes les mieux placés pour nous décrypter aussi les difficultés. On sait que c'est pas simple. Évidemment, les orientations du centre et qui délèguent à des membres de commission le choix des œuvres qui vont être soutenues. On espère toujours recevoir les projets les plus disruptifs, on dirait aujourd'hui, ou les plus nouveaux, ceux qui vont faire bouger les lignes d'un point de vue formel et sur les histoires qu'ils peuvent mettre en scène. Évidemment, on cherche cette diversité au sens très très large, donc des sujets, des traitements, des formes, et après, il y a ce qu'on reçoit. Et c'est vrai qu'on peut souvent observer des formes de conformisme, des grandes tendances de projets. Donc on est sans cesse en lutte et en orientation vers cette nouveauté qu'on réclame tous, qu'on peut que souhaiter. Mais encore une fois, et ça c'est plutôt aux historiens, aux Tolons de l'observer, on ne peut que observer ce qui émane de ces créateurs. Et il n'y a pas rien quand même, parce qu'on s'est un peu penché depuis que je sais que j'allais intervenir. Moi, premier réflexe aussi que j'avais, je suis allé voir aussi les œuvres qu'on soutient aussi en diffusion, parce qu'on a cette attention-là. Il y a la création évidemment en amont, puis après il y a en aval comment on promeut et on fait circuler au mieux les œuvres qui nous paraissent les plus importantes, notamment pour appréhender tous les grands enjeux contemporains, notamment pour le public jeune. Et il y a un film, par exemple, qu'on a fait rentrer dans les catalogues d'éducation à l'image, qui est important et qui est une belle incarnation de ces nouveaux récits, notamment sur les enjeux de la planète, qui est Woman at War, de l'Islandais Benedict Eriksson, j'ai sûrement écorché son nom, excusez-moi, qui est un film franco-islandais, parce qu'il y a un financement français, il a reçu l'aide au cinéma du monde du CNC, et c'est typiquement un projet que son auteur a voulu, d'ailleurs, comme un feel-good movie d'incarnation d'un combat individuel pour la planète, et incarné d'ailleurs par un personnage de Wonder Woman, mais très ancré dans le réel, donc c'est vraiment un très beau film qui a été sélectionné à Cannes en 2018. Donc, il y a des choses qui émergent, et ce n'est pas des films faciles sur lesquels miser, d'où l'importance, par exemple, d'une aide au cinéma du monde. Là, ce film islandais n'aurait jamais pu exister sans l'aide du CNC, qui est le seul pays au monde, la France, qui permet de soutenir des films, y compris d'initiative d'un auteur islandais. Et donc ça on peut s'en féliciter, parce que c'est aussi ça les nouveaux récits, faire émerger des talents et des regards qui ne sont pas que les nôtres et que notre perspective, et on a un système généreux, ouvert, qui est au service justement de cette émulation créative et qui fait le pari que ça va permettre de faire émerger des nouveaux récits. Donc la fameuse disruption. Alors, dans le rapport que j'ai écrit pour l'ADEME, où j'ai interviewé un certain nombre de scénaristes qui, d'ailleurs, sont présents parmi nous aujourd'hui, il y a quand même le constat que quand ils essaient de vendre, de proposer donc de nouveaux récits, que ce soit à des producteurs, à des diffuseurs, c'est quand même pas évident, quoi, parce que il y a quand même des croyances ou des fausses croyances sur le fameux audimat, ou le ça va pas marcher, ou l'amour heureux n'a pas d'histoire, ce que vous me disiez au téléphone, hein, Julien. Comment on fait, en fait? Est-ce que vous les voyez, vous, ces croyances? Parce que en même temps, vous êtes plutôt du côté lumineux de la force, mais quand même sur ce marché, que ce soit du côté des diffuseurs, du côté des producteurs, comment ça se passe? Vous êtes conscient quand même de cette difficulté pour les scénaristes de proposer des contenus qui contribuent à élever les consciences? Alors,
Moi, je trouve que c'est... bien sûr qu'on est conscient de ça, et bien sûr que c'est difficile. Et je vais parler pour moi, mais en tout cas en tant que producteur, moi je suis toujours d'abord un spectateur ou un lecteur. Donc sur un projet qu'on peut me présenter, j'ai besoin d'abord d'être embarqué, d'être séduit, de pouvoir me projeter dans un film à venir, parce qu'en fait, mon rôle, à un moment donné, je ne vais être, entre guillemets, qu'un ambassadeur. C'est-à-dire que moi-même, je vais me retrouver face à des partenaires que je vais devoir convaincre de nous suivre sur ce projet. Et c'est vrai que l'innovation, tout le monde en rêve. Souvent, ça fait peur, parce que de fait, on n'a pas les références en termes d'audience, en termes de succès, etc. Et on sait qu'il y a toujours des enjeux financiers. Et donc, beaucoup de partenaires, puisque le cinéma ou la télévision, en tout cas la production audiovisuelle, coûte souvent quand même assez cher, même si on est soutenu régulièrement par le CNC. La question se pose tout de suite derrière du potentiel d'un film, et donc du public ciblé, et est-ce qu'on va réussir à cibler ce film. Donc, de fait, du coup, il y a beaucoup de projets qui ne passent pas, ces barres-là, ça c'est vrai. Et puis de temps en temps, il y a des projets sur lesquels on s'accroche, en tout cas, moi, producteur, et comme plein d'autres, et des auteurs, et des réalisateurs, et des partenaires, qui à un moment donné fait qu'il y a une espèce d'alignement des planètes, où tout d'un coup, il y a un projet qui séduit tout le monde. Alors pourquoi ? C'est très compliqué d'expliquer, parce que des fois, ça repose sur des choses rationnelles, mais des fois, ça repose sur des choses totalement irrationnelles, qui passent... par l'enthousiasme d'une lecture, par l'émotion, par la découverte d'un univers, par la surprise d'une ambition créative absolument excitante, sur lesquelles tout d'un coup on va faire un pari, et effectivement on va faire en sorte que voilà, de quelques lignes écrites, ça devienne réalité, ça devienne une œuvre audiovisuelle ou cinématographique. Donc oui, pour répondre à la question, je suis bien évidemment conscient de ça, et je sais qu'il y a plein de projets qu'on reçoit, qu'on peut trouver intéressants, intelligents, pertinents, et pour autant sur lesquels on ne s'embarque pas, soit parce qu'on a voilà, quelques doutes et une certaine appréhension, soit parce que, en tout cas pour ma part, moi quand j'ai un projet qui me semble singulier et pour lequel j'ai envie de me battre, je ne suis pas capable, moi personnellement, d'en avoir 2 ou 3 en même temps. Voilà, j'ai tendance à avoir besoin de me concentrer, de me consacrer à un auteur, à un réalisateur, à un projet, et d'autant plus quand il est singulier, et quand je sais qu'il va falloir se battre et se mettre en risque pour le faire exister. Donc là, je ne sais pas si ça répond à la question, mais... C'est un début, de toute façon on va continuer, mais Jeanne, vous qui représentez France Télévisions, combien de fois, même en tant qu'auteur-réalisatrice, j'ai un producteur qui m'a répondu « Ah non, ça va pas plaire, ça rentre pas dans la case, le fameux ça rentre pas dans la case, il n'y a pas forcément de public ». Et si finalement, est-ce qu'on sous-estime pas un peu ce public ? Est-ce que, dans le fond, on pousserait pas à ce que le citoyen devienne lui aussi un expert ? Pourquoi on ne lui fait pas confiance à ce citoyen spectateur ? Racontez-nous un peu. Alors, de France Télé. Je ne vais pas répondre pour les collaborateurs qui sont sur la fiction et le documentaire. Je vais répondre pour ma part. Il n'y a pas de case pour le Story Lab. Donc, on est plus libre. Et c'est à la fois plus libre et plus contraint, puisque l'exploitation se fait sur les stores des GAFA. Donc, la censure, elle vient d'eux, et non pas de moi ou de France Télévisions, puisque je choisis les projets, je suis d'un point de vue éditorial et artistique. Donc, au contraire, j'essaye de les choisir engagés, engageants, impactants, même si c'est un peu un mot à la mode, mais malgré tout. Et au contraire, l'innovation et les nouveaux récits sont au cœur même de la philosophie du Story Lab, et qu'il faut justement être innovant tant sur la technologie utilisée que sur l'écriture, tout évidemment en gardant la base de la narration. Mais comme il n'y a pas de case, on peut être plus créatif et plus libre.
Et après, en fait, la problématique, c'est les soumissions pour les stores, pour les apps, donc Google, Apple, et pour le seul casque standalone à l'heure actuelle, Quest, donc Oculus, donc Facebook. Ça, c'est notre problématique. Mais après, là, moi, j'ai 5 productions qui sortiront à l'automne, et les sujets sont très variés. Cela va de l'app en réalité augmentée sur l'exploitation des minerais qui composent nos portables, à une balade dans les tableaux du musée d'Orsay par la petite danseuse de Degas qui s'anime, à Lady Sapiens, qui est un univers qu'on va découvrir via un documentaire, une expérience VR et des modules Lumni, via un biblioquette qui va être un parcours à faire en AR et en LBE, c'est-à-dire in situ, d'une invitation à la lecture au travers des lectures d'écrivains jeunesse. Et j'en oublie un, je ne sais plus lequel. Donc et j'ai un projet pour 2022 pour casque Quest VR qui sera un jeu vidéo. Réalité virtuelle. Oui, pardon. Faut m'arrêter si vous ne comprenez pas mon jargon. Pour apprendre aux femmes l'autodéfense via un parcours de gaming et de rencontres de femmes qui, dans l'histoire, se sont battues pour leurs droits. Voilà, donc à chaque fois, c'est engagé. Et là, à chaque fois, la question, c'est est-ce que les GAFA vont nous autoriser à les publier sur leur store ? Alors, dans le rapport sur ce storytelling, ce fameux storytelling qui reflète les enjeux contemporains, donc dans le monde du cinéma et de l'audiovisuel, il ressort beaucoup dans les besoins des scénaristes le sacro-saint besoin de financement. Et donc, je me tourne vers vous, Johanna. À Film Paris Région, vous soutenez la création, il y a des aides au développement. Comment vous soutenez les nouveaux récits, vous ? Alors, juste petite précision, donc Film Paris Région, c'est la commission du film Île-de-France et on est rattaché à la région Île-de-France, donc il y a un fonds de soutien cinéma audiovisuel. Voilà. Et du coup, ce fonds de soutien, effectivement, soutient la création complètement en complément du CNC. Donc il faut venir évidemment tourner en Île-de-France pour avoir un soutien. Ceci étant dit, on soutient toute la chaîne en fait, du développement de scénarios à la post-production et à l'après-réalisation, ce qui est aussi une logique d'aide à la création et à faire en sorte que ces récits soient vus à l'écran, donc de soutenir toute la chaîne. L'aide au développement, donc elle concerne tout type de format de film. C'est une aide aux scénaristes et pas aux producteurs, qui n'est pas énorme, mais qui est quand même entre 8 000 et 18 000 euros. Donc c'est quand même bon à savoir. Voilà. La petite spécificité de notre aide au développement, c'est qu'en fait, il faut être rattaché à une structure implantée en Île-de-France. Donc il y a un côté peut-être nouveau récit, puisque pas forcément que l'histoire se passe en Île-de-France, mais d'être intégré au territoire ou d'être relié au territoire. Ça peut être un lycée, ou ça peut être une structure ou une association. Exemple très classique, vous faites un film qui parle des prisons, je dis n'importe quoi, et on vous demande peut-être de vous associer à une prison pour entamer des ateliers rencontres avec des prisonniers sur le processus d'écriture ou sur qu'est-ce que c'est de vivre en une prison. Donc en fait, le développement doit se faire en lien avec cette structure et qui rend aussi concret, qui fait aussi un travail et écho avec l'histoire. Voilà, c'est un peu la spécificité. Évidemment, on a le fonds de soutien classique à la production et l'aide à la pré-réalisation qui aide à la post-production du film, images, son, mais aussi aux dépenses marketing du film. Voilà. Vous aussi, Julien, pas vous personnellement, mais le CNC. Oui. Donc... nous, alors, toutes nos aides sont tournées vers la création directement ou indirectement, évidemment. On réfléchit cependant à renforcer nos aides les plus amont, là où c'est le plus fragile, où c'est le plus risqué, avec les producteurs pour voir comment, et on est déjà à leur côté dans les phases de développement qui sont les plus fragiles, mais on sent que c'est là où nous, les pouvoirs publics, on est encore plus utiles à leur côté. Donc ça, voilà, c'est évidemment toujours à renforcer pour renforcer leur capacité à être eux-mêmes autonomes et prêts à prendre des paris et des risques
au moment de l'émergence des œuvres. On a pris aussi un certain nombre d'initiatives plus précises là, qui rentrent dans cette démarche un peu de nouveaux récits, comme vous l'entendez. Dans le plan de relance du CNC, on a réussi à avoir un peu de sous du ministère de la Culture pour relancer le secteur, et on a voulu le faire en le relançant tourné justement vers l'avenir. Et s'agissant de la création, on a eu notamment 3 initiatives qui sont porteuses potentiellement de nouveaux récits. En tout cas, on crée les conditions de nouveaux récits. Vis-à-vis des auteurs, on a lancé une nouvelle aide qui s'appelle l'aide au parcours d'auteur, qui est une aide très amont, où on est dans la R&D de l'auteur, au moment où il n'est pas encore dans un projet qui est déjà en écriture, dans une seringue en fait de débouchés, mais dans sa recherche et développement sur un sujet, par exemple, pour permettre de couvrir tout ce temps de réflexion et de confrontation, par exemple, sur des grands enjeux contemporains, d'enquête un peu préalable, de maturation d'une matière première, comme peuvent le faire des chercheurs. Il y a ce temps de recherche qu'on voulait reconnaître et de maturation aussi formelle. Évidemment, tout ça est lié pour les créateurs. Donc c'est un temps, une aide un peu plus amont de nos aides à l'écriture traditionnelles, où là, il faut arriver avec déjà une V 1, 2, 3, ça dépend, il y a toujours une exigence plus ou moins forte, mais en tout cas déjà un scénario ou un projet qui est déjà très défini, déjà dans une prêt à la production en fait. Donc on voulait remonter un peu la chaîne pour être dans ces moments de fragilité et donner des moyens de persévérer et d'aller chercher des nouveaux sujets, de prendre le temps de mûrir les choses, quoi. Donc ça peut être porteur. À quel niveau de la création? C'est-à-dire un scénariste a une idée et là, on est vraiment au niveau dans l'atelier du créateur au premier temps. Pour postuler, il y a évidemment quand même évidemment à justifier d'un travail, mais il n'y a pas de scénario à montrer, c'est plutôt une intention, une démarche et des projets de recherche et développement personnel, notamment de sujets qu'on veut approfondir et convaincre la commission justement de l'originalité, du besoin, de la nécessité d'approfondir ces sujets-là avant de pouvoir être capable d'en tirer un récit et de le mettre en forme et de choisir la forme d'ailleurs qu'on veut donner au récit. C'est donner le temps aussi de mûrir le choix de la forme qui sera adéquate pour porter ce sujet et ce projet. Donc ça, c'est une aide assez originale qui essaye de reconnaître un travail qui par nature pourrait être un peu insaisissable, mais en fait qui est vraiment dans la matière première initiale de l'ensemble de notre chaîne de valeur. Et quels sont vos critères de sélection justement, c'est-à-dire, comment on fait pour obtenir cette aide concrètement? Alors c'est toujours, on a les mêmes grandes règles au CNC de déléguer en fait nos choix à des membres de commission, à des professionnels qui reçoivent, évaluent et décident des attributions des aides. Dans cette aide-là, ce qui est un peu aussi une nouvelle originalité, c'est qu'on fait le pari d'un compagnonnage artistique, et donc c'est des auteurs expérimentés qui vont attribuer cette aide en s'engageant à avoir un échange et un dialogue avec l'auteur qui postule. Voilà. Donc il y a aussi l'idée d'amorcer, d'activer un compagnonnage artistique qui peut être lui-même aussi, c'est un pari, mais ça crée les conditions de porteurs de nouveaux récits, de nouvelles collaborations, de nouvelles idées, de nouvelles envies. Donc ça, c'est une première réponse dans cette envie de poursuivre et d'approfondir la recherche et développement du secteur. Une deuxième initiative qu'on a eue et qui est nouvelle aussi, et que le plan de relance nous a permis d'expérimenter, c'est de mettre le pied à l'étrier de nos plus jeunes professionnels. Et donc on a fait un appel à projet dédié aux jeunes sortis d'école. Un moment de fragilité important pour eux, évidemment, cette crise,
les premiers touchés quand on sort d'une école dans le temps qu'on vit, quels que soient les secteurs d'ailleurs, et bien évidemment, c'est encore plus compliqué que d'habitude. Et donc on voulait avoir... C'est bon à savoir parce qu'on a des étudiants... ce signal et être à leur côté aussi. Et donc on a lancé cet appel à projet. Il y en aura d'ailleurs une deuxième session pour ceux qui vont sortir d'école à la fin de cette année scolaire, donc à l'automne, en leur demandant, seuls ou en collectif, de nous pitcher leur projet et de convaincre. Pareil, une commission. Le président, c'était Claude Lelouch cette année, et Ariane Ascari, la vice-présidente, donc avec vraiment des personnes voilà, qui sont dans cette démarche aussi de transmission et de reconnaissance. Voilà, c'est ce qu'on leur offre aussi, une forme de label et de reconnaissance de leur potentiel et de la promesse qu'ils représentent, leur projet et eux-mêmes. Et on leur donne une petite bourse quand même de 5 000 € pour leur mettre le pied à l'étrier et commencer à initier leur projet. Et on a eu beaucoup d'équipes, ça c'est très réjouissant, on voulait insister sur cet aspect collectif, parce qu'on est dans un secteur qui se construit voilà, en équipe. Et donc on a eu des super équipes de jeunes auteurs, réalisateurs, producteurs. Parfois ils avaient déjà voilà, des comédiens, des monteurs, enfin toute l'équipe se présentait. C'est aussi ça qui voilà, nous permettra demain d'avoir les récits que vous appelez de vos voeux, sachant que c'était un retour, on n'a pas, j'ai regardé en sachant que je venais intervenir, c'est vrai qu'on peut s'étonner, la thématique environnementale n'apparaît pas comme majeure dans ce qu'on a reçu, pour le coup, dans les projets et les objets. Donc ça, on peut s'en étonner vu l'importance que ça a, et puis dans ce que aussi cette génération porte, incarne vers lequel elle s'engage. C'est vrai que ça n'est pas ressorti comme quelque chose de particulièrement présent. Mais, et troisième initiative qu'on a eue dans le cadre du plan de relance, et là qui avait un double objectif, évidemment de faire émerger des nouveaux récits, mais aussi d'aller chercher un nouveau public, et notamment les 15-25 ans, d'orienter vraiment, d'avoir cette attention-là et au service de contenus pédagogiques. Donc c'est une triple originalité voilà, pour le CNC. On a appelé ça Savoir et Culture. Et donc c'est un appel à projet qu'on a fait et sur des formes et médias les plus puissants aujourd'hui pour toucher ces 15-25 ans, donc la web vidéo et le jeu vidéo. D'ailleurs, on a une membre de la commission parmi nous ici qui a siégé pas plus tard qu'hier sur cette commission. On a reçu beaucoup de projets donc, qui avaient comme point de départ l'idée de médiatiser davantage des contenus à fort contenu scientifique et culturel. Donc y compris sur les enjeux évidemment de planète, on en a eu, hein, et qui devaient démontrer donc leur capacité à les rendre les plus puissants possibles, avec des angles les plus originaux possibles pour toucher les 15-25 ans. Donc ça c'est encore une initiative qui peut permettre aussi de faire émerger des nouveaux récits. Est-ce que je peux juste... Bien sûr. Rebondir sur ce que dit Julien sur cette commission Savoir et Culture Jeux vidéo, puisqu'effectivement la commission a eu lieu mardi et c'est une première dans un partenariat CNC France Télévisions Ubisoft, auquel je tiens beaucoup, puisque dans la saison 2021-2022, un des axes éditoriaux du Storylab va être le jeu vidéo, justement dans l'optique d'élargir aussi nos publics et d'aller toucher l'utilisateur par le jeu, le gaming, et d'aller le toucher sur des enjeux effectivement pédagogiques, culturels, scientifiques et écologiques. Et donc ça c'est très important et je suis très contente que cette commission ait lieu, que cette aide existe.
et que effectivement, France Télévisions, via le Story Lab, est aussi là pour aider les jeunes talents, pour les faire émerger et pour prouver qu'on peut être créatif, innovant et français. Et pour être complètement complet, c'est vrai que j'aurais dû citer tous les partenaires. On n'a pas fait ça seul, le CNC. Encore une originalité d'expérimentation que nous permet le plan de relance. On est allé chercher des partenaires. Donc pour le jeu vidéo, France Télévisions et Ubisoft. Et pour la web vidéo, c'est avec YouTube et Arte. Et alors, Yves et Johanna, quel est le film que vous rêveriez de voir et qui n'existe pas encore? Est-ce que vous êtes posé cette question, Yves, vous qui devez souvent recevoir des réalisateurs qui viennent pitcher chez vous? Dans le fond, il y a bien une idée qui germe en vous, en tant que producteur, en vous disant mais waouh, pour moi le nouveau récit ou le film français, le blockbuster français que j'aimerais voir qui n'existe pas encore, c'est ça. Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Non, mais je me suis pas vraiment posé cette question, mais j'ai remarqué que sur les thèmes, les sujets sur le monde meilleur, on va dire le monde de demain, et comment intégrer ça dans les récits, dans les films, dans les séries, j'ai remarqué qu'il y avait souvent pas mal de propositions, pas mal d'idées, mais avec une vision très noire, très pessimiste, très fermée. Ça, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de propositions dans ce sens-là, et très peu, voire jamais, en tout cas dans ce que j'ai reçu, de propositions qui nous amènent des héros positifs, des héros du monde de demain. Et moi, je suis plutôt, généralement, dans les projets que je choisis, que ce soit en documentaire, en fiction, en cinéma, j'essaie de trouver des histoires positives, parce que je préfère, tout simplement. Et donc, à titre personnel, j'adorerais trouver un film qui nous interpelle, qui nous interroge sur toutes ces thématiques environnementales et autres, mais avec un regard positif. Et je pense qu'il y a certainement il y a des super-héros dans tous les blockbusters américains, avec des visions souvent assez catastrophiques du monde. Et pourquoi ne pas un jour réussir à créer un super-héros engagé, positif, force de proposition, et qui nous fasse rêver aussi de manière constructive et positive. Oui, on a démarré la journée en partageant en cercle nos super pouvoirs. Ensuite, on a enchaîné avec le fait de revisiter les mythes de l'Égypte ancienne. On a fait un voyage autour de la physique quantique. Donc l'idée aussi, c'est finalement de proposer des personnages qui invitent aussi le spectateur à s'empuissanter, à finalement incarner un peu des héros du quotidien, un nouvel être au monde, et pas forcément effectivement autour de la dystopie ou de ce que vous disiez, Julien, quand on a préparé l'interview. Ce que vous me disiez, Claude Lelouch qui trouvait qu'il était effaré de voir qu'il y avait très peu d'espoir en fait chez ces jeunes, et en même temps pour faire référence aussi à ce que vous m'avez dit, Johanna, je pense qu'il y a une déconnexion des élites et de ce qu'on considère comme populaire. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur ça en fait, c'est-à-dire cette réflexion? Juste répondre à la question d'avant, parce que j'ai vraiment envie de le partager. Ouais, Moi, je rêverais d'un blockbuster français qui commence avec une catastrophe environnementale. Les films américains en ont fait plein, et on était très distanciés par rapport à ça, parce que c'était un blockbuster américain avec ses codes. Et j'aimerais un film, donc ce film-là ensuite repart sur l'idée de reconstruction, un film sur la reconstruction, avec effectivement de l'énergie, de la puissance et des héros positifs qui vont reconstruire quelque chose, pas forcément reconstruire le monde d'avant, j'aime pas cette expression, mais voilà, qui vont construire en fait. Ça, j'aimerais vraiment voir ce film. La fameuse régénération. Non, parce que je fais référence à ça, parce que j'ai personnellement comme croyance que dans le fond, les élites sont attachées à une forme, alors je pense que c'est très franco-français, d'intellectualisme. Il y a une forme de cynisme et de moquerie autour de ce qu'on peut considérer... le discours autour de l'amour, autour du vivant, la fameuse critique de ces bisounours où
justement le fameux l'amour heureux n'a pas d'histoire. Et vous me disiez, et dans le fond, ce qu'aime entre guillemets la masse, c'est écouter du Céline Dion et donc des chansons d'amour. Pourquoi on n'écrit pas ou on ne fait pas davantage d'histoires sur l'amour, sur ce qui rend heureux, ou pourquoi toujours le Thanatos, le Phobos? J'ai l'impression que vous me disiez au téléphone que vous-même, Johanna, vous écoutez secrètement Céline Dion. Voilà, maintenant tout le monde le sait. Est-ce que vous pouvez faire votre assumé. coming out devant les scénaristes? Et maintenant, elle va chanter. Voilà, C'est voilà. ça. Et voilà, et vous allez vous... Non, je rigole. Non, en fait, c'est le rapport à... C'est plus le héros, c'est Thanatos, c'est effectivement le rationnel et l'émotionnel. C'est ça. Qu'on distingue, et l'émotionnel peut être mal vu. Or, à mon sens, un film bien fait ou une histoire bien racontée sait manier intelligemment le rationnel et l'émotionnel, trouve un équilibre et nous fait réfléchir, mais nous embarque aussi à travers l'émotion. Mais c'est vrai qu'il me semble, là ça va être mon point de vue de spectatrice, en tout cas, parce qu'on parlait de la musique, on rejette un peu l'expression très puissante et peut-être premier degré de l'émotion, mais qui est aussi très positive et très porteuse. Le rire, l'amour, voilà. Pour moi, Céline Dion, elle exprime ça de façon assez directe, assez simple. On aime, on n'aime pas. Personnellement, j'aime bien, et moi, ça me transporte. Voilà. Et ça me donne envie d'aller faire plein de choses. Donc oui, après, il y a eu des exemples. Je crois qu'on parlait d'Amélie Poulain plus tôt dans la journée, qui est un exemple très intéressant. Et quand on regarde la perception des spectateurs de ce film, j'avais fait à la fac un peu une préétude sociologique, où énormément de témoignages de gens qui disaient « mais ce film me donne envie d'aller embrasser mon voisin, d'aller faire ci ». Et il faut le prendre, cette belle énergie. Parce qu'en ce moment, on l'a vu aussi aujourd'hui, il y a beaucoup d'énergie négative. Et on a besoin de cette énergie négative pour avancer, pour être dans la transition et pour inventer de nouvelles histoires. Donc, oui, moi je pense que c'est plutôt le rapport rationnel-émotionnel qui pose problème. Voilà, on est une société qui est très inspirée par Descartes, c'est pas pour rien, et de là découle un certain nombre de choses. Émotionnel, qui sans caricaturer, rappelle le féminin, qu'on évoquait aussi ce matin dans les présentations qui ont été faites, qui étaient très intéressantes. Et l'émotionnel, Yves et Jeanne, où finalement les Américains sont complètement décomplexés là-dessus, là où nous, on est un peu plus, un peu plus mijaurés, quoi. À quand un blockbuster à la française, genre Amélie Poulain? Parce que c'est vrai qu'Amélie Poulain, c'est un ovni. Et dans le fond, c'était un nouveau récit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Thanatos. On est sur du kilomètre zéro, de la bienveillance, de la sobriété heureuse, et encore une fois sur une fille qui juste s'interroge comment elle peut améliorer le quotidien des autres. À l'époque, les producteurs avaient dit que ça ne marcherait jamais. C'est quand même dingue, 8 millions d'entrées. Non, mais c'est sûr que c'est un film qui nous a tous transportés, évidemment un immense succès. Et oui, c'est une vraie réussite. Alors, c'est aussi, encore une fois, un film, c'est une œuvre, c'est aussi l'alignement des planètes, des talents. C'est-à-dire que tout est réussi. Voilà, c'est ce qui fait que ça devient un chef-d'œuvre, et c'est ce qui fait que ça embarque tout le monde. C'est-à-dire que c'est une bonne histoire, un casting formidable, le plaisir de découvrir Audrey Tautou pour le grand public, des choix de mise en scène, des partis pris de lumière, de décors très singuliers, très affirmés. Voilà, une musique exceptionnelle, on en sort transporté et elle nous reste dans la tête. Voilà, donc c'est ça la magie du cinéma en l'occurrence, c'est cette addition d'éléments réussis et qui arrivent au bon moment. Voilà. Et puis qui sont promotionnés comme il faut, etc. Donc on enlève tous, on le cherche tous, c'est difficile à atteindre, ça ne se calcule pas. Ça repose sur des choses qui ne sont pas forcément rationnelles, c'est intuitif, c'est personnel. Voilà, donc oui, pour revenir sur la question des films ou des histoires où la bienveillance et la gentillesse, on va dire, sont au cœur des projets, oui, c'est vrai que souvent ça séduit moins, a priori. Peut-être que ça nous ramène à quelque chose de plus, a priori, niaiseux ou enfantin, alors que je pense que
le public est prêt à se laisser embarquer encore une fois sur des valeurs extrêmement positives, mais ça n'enlèvera jamais la nécessité de trouver le récit sur le fond et sur la forme qui doit regorger d'une certaine efficacité. Le mot n'est pas très joli et pas forcément très juste, mais qui en tout cas va nous capter en permanence, va faire en sorte que le spectateur n'est jamais lâché, voilà, quel que soit le genre de cinéma, que ce soit un drame, que ce soit une comédie, que ce soit une romance, peu importe. Mais l'exigence on ne peut pas se passer de l'exigence de l'écriture et de la mise en scène. Voilà, donc c'est encore une fois réussir à combiner tout ça. Est-ce que je peux bien sûr rebondir? Je dirais comme Yves aussi, on est en manque de personnages positifs. On est beaucoup, et évidemment la situation actuelle y contribue, dans des dystopies extrêmement anxiogènes. C'est ce que je disais en préambule. Le projet que j'ai sur l'eau, c'est comment justement ne pas être noir, anxiogène et rester positif. Et ça, c'est un challenge d'écriture, de mise en scène, de choix d'univers, d'atmosphère, et c'est assez compliqué. Faut pas oublier, petite anecdote, que les Marvel ont été inventés après la Deuxième Guerre mondiale comme des symboles justement porteurs d'espoir. Et que je pense qu'on en aurait besoin aujourd'hui, en fait, d'avoir des comédies de science-fiction, par exemple, avec dans le thème de l'environnement, menées par des on va dire des hommes et des femmes issus de la diversité. Comme ça, on coche toutes les cases. Plaisanterie à part. C'est vrai que les projets que aussi je reçois sont parfois assez noirs, et il ne faut pas oublier que quand on a un casque VR sur les yeux, on est encore plus impacté que quand on regarde un film de cinéma ou une série, puisqu'on est immergé dans l'histoire, on est dans un univers à 360 degrés, il n'y a plus de cadre, il n'y a plus de champ, il n'y a plus de hors-champ, il n'y a plus de in, il n'y a plus de off, et on est au cœur de l'histoire. Et parfois, ça peut être, les ressentis peuvent être assez impressionnants, comme par exemple si vous faites l'expérience du film VR Seven Lives, écrit par Charles Hayat et Sabrina Calvo et réalisé par Yann Kounen. Voilà, ça peut être aussi difficile. C'est pour ça que, honnêtement, moi, si j'avais un rêve à faire, c'est des personnages positifs et de la comédie. Je n'ai pas vu un seul projet en AR ou en VR drôle. On n'est pas drôle en France, en fait. Valérie, on a des petites questions publiques. Donc on va faire effectivement... À chaque fois, je veux prendre ce micro. En fait, c'est plus une réflexion parce que j'entends les choses comme quoi il y aurait les séries anxiogènes, Thanatos, il y a des morts, il y a des enquêtes, et en face, il y aurait juste des choses très bienveillantes, très lumineuses. Enfin, je me permets de le contester, par exemple, Amélie Poulain, c'est quand même le parcours intérieur d'une jeune fille qui s'occupe des autres, mais qui est totalement déconnectée d'elle-même, qui est terrorisée à l'idée de créer du lien parce qu'elle n'en a pas créé avec ses parents. Donc il y a un parcours intérieur, et je pense que toutes les questions qu'on se pose sur ces nouveaux récits, plutôt que d'avoir une dualité des méchants, des bons, le bien, le mal, là, tous les nouveaux récits et tout ce qu'on a discuté en physique quantique, c'est comment on se déprogramme du monde actuel, du monde dans lequel on a été élevé, pour se retrouver soi-même et retrouver un lien avec l'amour, mais avec un grand A majuscule, pas l'amour tout petit, intime, romanesque, c'est l'amour du lien avec le monde, la société, la planète. Et c'est-à-dire que, et c'est pas bienveillant et c'est pas positif avec des bisounours, c'est toute personne entreprenant un parcours thérapeutique ou un parcours spirituel, c'est sciemment que c'est compliqué, qu'on affronte nos ombres, nos lumières, et que plus il y a de lumière, plus il y a d'ombre. Donc, excusez-moi, je suis un peu... parce que le fait d'opposer la bienveillance roudoudou à des discours... Non, mais je sais qu'il y a un angle mort par rapport à ça, et je voulais juste dire que
il y a des récits possibles. Effectivement, dès qu'il n'y a pas de mort physique, je sais qu'il y a beaucoup de diffuseurs qui sont très inquiets. Mais où est l'enjeu de vie et de mort? Mais l'enjeu de vie et de mort, juste d'un personnage qui vit une vie qui n'est pas la sienne, qui ancre un personnage parce qu'il faut se conformer à une norme sociale et qui va traverser toutes les étapes. Enfin, le mythe d'Osiris, ça ne raconte que ça. Des gens qui ne sont pas eux-mêmes, qui sont détruits par le corps social et qui sont démembrés et qui doivent se reconstruire pour revenir à la lumière. Et ça, ce sont des parcours intérieurs, qui est le parcours d'Amélie Poulain d'ailleurs, et qui peuvent faire l'objet de nouveaux récits où justement on est dans ce travail de reprogrammation intérieure par rapport à d'où on vient, le monde de la société industrielle où il faut être compétitif, il faut être efficace, il faut être au-dessus de tout le monde et il faut écraser tout le monde, à un moment où on retrouve du collectif de la synergie, mais ça implique un parcours intérieur qui est violent, parce que ça veut dire, enfin, le mythe de Narcisse, le mythe d'Amaterasu, enfin, tous ces mythes-là, le mythe d'Osiris ne parle que de ça. Donc, ces récits-là, ils existent, ils peuvent être ancrés sans être... Enfin, Céline Dion, c'est formidable, je veux dire, c'est une énergie, une puissance, c'est du pouvoir, c'est-à-dire que l'amour n'est pas l'opposé du pouvoir. Ce sont des choses qui de la puissance, plutôt. Ben, la puissance, Martin Luther King a dit une phrase terrible, le problème c'est qu'on a construit le pouvoir de manière antinomique avec l'amour. Et du coup, dans la sphère publique, le pouvoir c'est totalement désémotionné et l'amour c'est du domaine de l'intime ou du religieux. Donc l'idée de reconvoquer l'amour avec un grand A et que en fait tous les récits que vous réclamez, je pense sincèrement que ce sont des récits qui opposent la peur à l'amour. Et bon, admettons, mais quoi qu'il en soit, ces récits-là, ils existent. C'est ça le nouveau récit. Hein, c'est ça justement le nouveau récit. Je pense, enfin bon, après voilà, c'est une conviction intime. Du coup, il y a quand même beaucoup de peur chez les diffuseurs en général et chez les décideurs parce que justement, ça implique une reprogrammation aussi et ça implique de faire confiance au public, d'être à l'écoute de cet appel vers une reprogrammation de nos modes de pensée par rapport au monde. Et donc, il y a des conflits à jouer, il y a de la dramaturgie très très possible sans qu'il y ait des milliers de morts, et parce que ces parcours-là intérieurs, ils sont excessivement difficiles. Et je finirai par une citation de Chogyam Trungpa, qui disait « Vous voulez tous être réveillés, mais si vous saviez ce que c'était que l'éveil, vous n'iriez pas. » Parce que l'éveil, c'est absolument pas être en mode lobotomisé, c'est génial, tout brille, tout est merveilleux. L'éveil, c'est en lien direct avec le monde, avec le cœur qui saigne. Voilà. C'est surtout sortir de l'ignorance et percer le voile. On va prendre une autre question. Ça résonne beaucoup ce que vous dites et merci parce que ça nous conforte un peu dans le storytelling de la journée où justement l'idée c'est de réinsuffler de l'amour dans les récits. Mais ça soulève la question de ce que disait Roland Barthes dans Fragment d'un discours amoureux, qui disait qu'au XXIe siècle, ce serait plus obscène de parler d'amour que de pornographie. Et on voit beaucoup de pornographie dans les récits, malgré tout. Enfin, quand je parle de pornographie, c'est tout ce qui va avec, quoi. Et donc, du coup, merci, parce que ce que vous dites, ça résonne beaucoup. Et c'est révolutionnaire de parler d'amour avec un grand A. Et c'est peut-être ça le nouveau récit, effectivement. Alors, si je peux juste rajouter quelque chose par rapport à ça... la spécificité aussi de tout ce qui est interactif, immersif, c'est l'aspect sensoriel, voire sensuel, qu'on peut avoir avec une chorégraphie, avec le corps, une histoire. Et en fait, tout est inventé. Hein. Moi, je veux bien une histoire d'amour en VR, ça ne me pose pas de problème. Je veux bien la lire. Donc, il y a l'implication du corps dans toute la poésie que ça peut apporter. Vous avez une expérience qui a été coproduite par Arte qui s'appelle Not on Blindness, qui est sur l'histoire d'un écrivain qui perd petit à petit la vue. Ça paraît sombre, ça ne l'est pas. L'expérience est magnifique et l'interaction de l'utilisateur, c'est justement par le son et par le geste, de voir et d'être dans l'esprit de cet homme, et c'est assez poétique. Et il y a un côté extrêmement sensoriel et extrêmement sensuel qui change la donne. Donc, moi, je rêverais aussi d'avoir... en fait, j'ai plein de rêves. D'avoir une expérience VR sensorielle sur les corps. La danse, par exemple. Il y a le film Flûte.
dont évidemment je vais avoir oublié le nom. Il y avait des magnifiques passages dansés. Documentaire ? Non, fiction. Qui a eu plein de prix, un film français d'une jeune réalisatrice sur 2 filles de banlieue, copines, et ça se finit très mal. Aidez-moi. À chaque fois, on nous donne la fin des films qu'on n'a pas encore vus. Comment ? Oui, Divine. Et dans les scènes de danse de Divine sont extrêmement sensuelles, et il y a très peu de réalisateurs qui savent filmer les corps en mouvement. Donc, à vos stylos. Alors, prochaine question. Oui, alors c'est une réflexion par rapport au constat qui est fait. Alors pourquoi il n'y a finalement très peu de sujets positifs qui arrivent à vous, en fait, et de récits un petit peu différents qui montrent autre chose que des dystopies? Tout simplement parce que déjà, c'est aujourd'hui ce qu'on nous propose. Donc forcément, on se base sur ce que l'on voit, donc ce qui est... Et du coup, on répète un peu les mêmes schémas. Encore une fois, les modèles, il n'y a pas que les citoyens, il y a aussi les auteurs qui les ont. S'il y a des tas de cases pour faire du policier, donc on va écrire du policier tout simplement parce qu'on aura plus de chances que ça se fasse. Déjà, c'est un premier point. Deuxième point, et c'est ce que Valérie a évoqué, et ce que M. Darondeau aussi a dit, si on écrit un récit différent, qui soit sur des thématiques environnementales, qui soit encore une fois sur du positif, on sait qu'on a du coup beaucoup moins de chances qu'il existe. Donc comme il faut vivre, eh bien, on écrit plutôt des choses qui sont toujours sur le même modèle. Bon, ça c'est le constat. Maintenant, comment est-ce qu'on peut essayer de changer les choses concrètement ? Je pense qu'il faut vraiment jouer sur l'effet d'impulsion, c'est-à-dire montrer l'exemple. C'est-à-dire, justement, montrer qu'il est possible de créer des récits différents et qu'il y ait un débouché. Par exemple, l'année dernière, il y a eu l'appel à projet « On s'adapte » pour des courts-métrages qui, là aussi, étaient suite justement... sur des thématiques environnementales, pas forcément positives, mais en tout cas qui donnaient à voir d'autres choses. Qu'est-ce qu'on attend pour faire des appels à projets sur du long métrage ou sur de la série, pour que ça ait un peu plus de visibilité que du court métrage, où malheureusement on sait que voilà, ça reste un petit peu limité en termes de portée. Et ça, par exemple, le CNC a fait des appels des aides sur les films de genre. Qu'est-ce qui vous empêche de faire des aides spécifiques, ponctuelles peut-être, mais sur des films à impact différent? Et là, vous pouvez être prescripteur et du coup montrer l'exemple. Et forcément, vous aurez des projets qui arriveront. Je prends un autre exemple. L'appel à projet SACD-OCS de cette année est sur le handicap et la comédie. Clairement, écrivez spontanément un projet sur le handicap et la comédie. Effectivement, il y a Intouchable, par exemple. Il y a la série Vestiaire. Enfin voilà, vous avez 2 exemples très particuliers. Je suis sûr que cet appel à projet-là, qui est concret, qui amène des perspectives, ils vont recevoir des projets. Et ils vont recevoir des bons projets. Donc il y a vraiment cet effet prescripteur d'impulsion que aussi les régions peuvent le faire, en faisant des aides qui soient ciblées, encore une fois, sur ces thématiques-là. Et 2 autres petites idées. Vous avez des lecteurs de scénarios pour amener les projets aux commissions. Ils ont des grilles de lecture, donc du coup, je ne sais pas s'ils sont plus ou moins formés, en tout cas, ils ont des grilles. Pourquoi ne pas inclure dans ces grilles-là les représentations différentes qui sont faites des personnages, des héros, ne pas être forcément dans celui pour qui la réussite, c'est avoir la grosse bagnole et compagnie. Donc, dans les critères de choix, pourquoi vous ne pourriez pas inclure ces différents éléments-là? Et dans les commissions, dans les jurys, peut-être introduire aussi des gens qui sont capables de lire des scénarios, des projets, mais qui ont aussi plus cette sensibilité-là et qui puissent aussi pousser des projets qui amènent d'autres représentations. C'était une question ou c'était un... Il y a beaucoup de choses. Je voulais juste dire qu'il y a une série 360 avec une jeune fille handicapée
qui se cherche, et notamment se cherche dans sa sexualité, qui est coproduite par Marie Blondiot, Red Corner, et dont évidemment j'ai oublié le titre, qui a été primé dans différents festivals. Mais voilà, c'est des sujets qui existent. Alors c'est vrai que quand on est sur du 360 de la VR ou de la R, on sent qu'on est libéré de l'antenne, et donc de cette fameuse grille ou case. Et ça, c'est important aussi. Alors, je crois qu'il y a une autre question. Je voulais juste répondre. Alors, on a financé, évidemment, c'était financé par le CNC, le film Hors Normes, qui est aussi sur l'autisme et le handicap, qui est aussi une comédie quelque part. Sur la commission, le choix des commissions, c'est leur choix. Il y a la moitié de professionnels, la moitié d'élus, donc je ne vais pas répondre là-dessus. Après, nous, au niveau de la région, c'est aussi être partenaire de ce genre de journée. Pour nous, c'est important, parce que c'est aussi repartir à la base. Et là, on est dans la R&D aussi, comme vous le mentionnez. Cette journée-là, elle est aussi la R&D, on est ensemble, financeurs, diffuseurs, scénaristes, producteurs, et je pense que c'est aussi d'aider ces initiatives qui sont très bien, pour ensuite susciter ce dont vous mentionnez. Voilà, c'est juste. Et sans avoir de certitude, d'ailleurs, on est en working progress, on crée. Ouais. Alors, il n'y a pas de grille, comme vous le dites, qui viendrait critériser et découper les œuvres en critères. On fait confiance à des appréhensions plus globales des choses de la part des membres de commission, qui sont des professionnels de la création, des différents regards. Ça pourrait conduire, ce que vous dites, à cette critériologie-là qui n'en finirait jamais, parce que chacun pourrait dire pourquoi moi, ma priorité n'est pas prise en compte. Et il y a d'autres initiatives complémentaires, d'autres pouvoirs publics qui ont ces priorités-là, dont ils ont la charge, qui peuvent en effet faire des appels à projets spécifiques. Nous, notre priorité au CNC, au ministère de la Culture, c'est les œuvres, c'est les auteurs. C'est pas un type de projet, une problématique qui permettra jamais de les couvrir toutes. C'est-à-dire que si on rentrait dans cette logique-là, on déconstruirait absolument toutes nos aides et on aurait une aide pour les films courts qui traitent de tel sujet, les films longs qui traitent de tel autre sujet, les films qui traitent sur cet angle-là, positif, ce serait nier complètement le pari de la création et des auteurs. Et alors après, vous disiez, c'est une croyance, il y a évidemment, heureusement, depuis... quand on a un peu de recul historique sur l'ensemble des œuvres qui ont pu émerger, on voit qu'il y a des récits dits positifs ou qui ont cette lecture-là qui peuvent émerger, mais on voit aussi, et c'était très juste ce que disait Yves, la difficulté et la grâce que ça demande en termes d'écriture, parce que c'est peut-être les plus difficiles, mais d'ailleurs comme les comédies, on dit souvent c'est ce qu'il y a de plus difficile à écrire. Mais il y a un constat, qu'on le veuille ou non, c'est moins une croyance qu'un constat, c'est que l'amour heureux n'a pas d'histoire. C'est Denis Rougemont qui l'avait observé, c'est une thèse assez connue, mais de fait, c'est en se penchant sur 2000 ans d'histoire de la littérature et du théâtre. Et c'est vrai qu'on le regrette ou pas, Roméo et Juliette a eu plus d'impact et de circulation que un couple heureux qu'on a mis en scène et dont on ne se souvient pas. Et à chaque époque a eu son blockbuster, si je puis dire, et des livres qui ont très bien marché à une époque, mais qui ont moins bien circulé et sont moins restés, de fait, et c'est un constat, que Roméo et Juliette, qui n'est pas très heureux dans son dénouement. Enfin, donc moi, juste pour finir, je pense que le meilleur pari qu'on doit faire, c'est celui de donner tous les moyens à la création, aux créateurs, aux producteurs, pour pouvoir développer les sujets les plus divers. Et en effet, faire le pari que certains vont répondre à cet appel, parce que oui, c'est sûr qu'il y a une attente de spectateurs, oui, c'est sûr qu'il y a des récits qui ont envie de se déployer dans ce sens. Il faut leur donner les moyens et qu'ils ne soient pas a priori, en effet, mis de côté. Ça, il faut s'assurer de ça, et c'est tout l'enjeu de faire que les membres de commission ou de comités de sélection chez les diffuseurs soient les plus divers et ouverts possibles pour savoir saisir
cette diversité aussi de récits, mais je pense qu'on ne pourra pas répondre par des formes qui conduiraient à des formes finalement de direction de messages et pour les pires formes de propagande, parce que ça conduit aussi la direction de récits à ça. Il faut aussi savoir où ça mène. Donc là, il faut faire le pari de la liberté de création. Et ça permet de faire quand même émerger des perles, comme vous le disiez. C'est vous qui parliez d'Amélie Poulain. Voilà, et ça existe et ça réunit des millions de personnes. Et il y a quand même beaucoup de films, quand même, pour ne pas être que négatif, qui sont, d'ailleurs, c'est devenu un genre en soi, le feel-good movie, il y en a quand même. On a quand même des films dont on ressort, je ressors une fois sur deux quand même d'une salle de cinéma avec un élan et pas toujours plombé quand même. Il ne faut pas non plus caricaturer non plus notre création. Oui, moi je suis d'accord, attention aux trop de critères, parce que quand bien même on remplirait toutes les cases, si on en rajoutait, on peut avoir bon dans toutes les cases, et c'est pas pour autant qu'on aurait forcément la promesse d'une œuvre inspirée et inspirante, j'ai envie de dire. Donc, je pense que il y a deux, parce que je comprends la problématique de, on a besoin de bouffer, donc on va aller vers ce qui existe. Donc, s'il faut du polar, on va faire du polar, etc. Ça, c'est une chose. Je pense que ça peut être certainement une partie nécessaire du boulot de chacun en tant qu'auteur. Après, il y a les œuvres plus personnelles sur lesquelles on peut aller puiser des choses plus profondes, plus personnelles, où là, on peut se permettre de sortir des sentiers battus. Et je pense que c'est ça qu'on cherche. On cherche tous ça. Moi, ce qui m'anime dans mon métier, et je suis un peu comme vous tous, c'est-à-dire que il y a un moment donné où, oui, on a besoin de faire tourner la boîte, donc on va aller chercher des films à produire, répondant aux attentes des chaînes et aux cases. Et puis ce qui nous anime au quotidien, c'est quand même, on rêve tous de faire le Amélie Poulain. Donc on a, moi en tout cas en tant que producteur, je pense en tant que partenaire, on a tous ce désir-là profond. Donc encore une fois, c'est très compliqué, c'est difficile à atteindre. Il n'y a pas de règles. Chaque année, heureusement, on a des très belles surprises, on a des talents qui émergent, des premiers films, faits des fois avec des bouts de ficelle, et puis d'un coup ils ont la grâce. Voilà, ils nous transportent, ils nous amènent à découvrir un univers qu'on ne connaît pas, des jeunes acteurs, des jeunes actrices. Je pense qu'il ne faut pas lâcher, même si bien sûr que c'est difficile. J'en suis conscient. Après, moi je trouve on a une chance aujourd'hui, c'est de pouvoir utiliser aussi les réseaux sociaux, Internet, poster. Aujourd'hui, avec un iPhone, on peut faire des choses formidables. Il y a de la place pour des courts-métrages. Il y a des talents qui émergent de là aussi. Et c'est pas qu'une question de moyens financiers. Et des fois, justement, il ne faut pas attendre de moyens financiers. Il faut se lâcher sur l'écriture, la réalisation et la mise en ligne de ce qui vous semble fort, en tout cas. Juste pour rebondir, effectivement, tout à l'heure, en plaisantant, je disais qu'il fallait cocher toutes les cases, mais ce qui porte un projet, c'est d'abord l'histoire et encore l'histoire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un récit qui soit bien construit, et ça, c'est la base. Et après, pourquoi il y a la grâce, pourquoi il y a l'alignement des planètes, ça, c'est parce que aussi, les producteurs, quand par exemple ils me proposent un projet, c'est parce qu'ils y croient. Et si moi je me lance dessus, c'est parce que j'y crois. Et qu'à un moment donné, on a tous envie d'aller au bout, mais il y a quelque chose qui nous porte, nous, dans l'enthousiasme, au sens étymologique du terme, qui fait que, à un moment donné, la mayonnaise prend. Alors, il y avait une dernière question. Ouais, une remarque en fait. J'ai l'impression au fond qu'on ne parle pas vraiment le même langage, parce qu'en fait... je crois que nous, on est portés par quelque chose de très fort qui est simplement cette phrase « Nous sommes le vivant qui se défend ». Il y a une grande, grande urgence et je pense que le nouveau récit, ce qui cache surtout, c'est des auteurs qui veulent être militants en fait, et engagés, et activistes. Et je pense que ce militantisme, cet activisme et cette recherche justement d'apporter d'une certaine façon une pierre à l'édifice, je pense qu'elle infuse la société.
je pense qu'elle infuse de plus en plus les auteurs, et ça c'est une excellente chose. Et je crois que voilà, nous en tout cas, c'est avant tout ça, je pense qu'on recherche, c'est qu'elle vous infuse également, qu'elle infuse tous les gens qui ont de l'argent, qu'elle infuse, comme disait Jodorowsky, hein, l'argent c'est une énergie, il faut qu'elle circule. Et il faut que ça infuse maintenant tous les décideurs et tous les gens qui peuvent aider en fait cette expression, qui est une expression, je pense, en tout cas c'est comme ça que je le vis, mais je pense qu'on est beaucoup à le ressentir. Encore une fois, qui est une expression militante. Voilà. Merci beaucoup pour cette conclusion, pour cette remarque. Et c'est vrai qu'on sort d'une journée où on a beaucoup travaillé la question de l'intériorité. Et on a travaillé beaucoup la question de qui tient le stylo. C'est-à-dire qu'on a finalement interpellé les scénaristes en disant « Mais qui vous êtes, vous, quand vous racontez des histoires ? Qu'est-ce que vous engendrez en écrivant ces histoires ?» Et du coup, c'est vrai que je sens quand même un peu une fracture, et c'est ça le problème. Je sens que c'est le problème, c'est-à-dire que derrière les institutions, il y a des êtres humains. Et avec chacun de vous que j'ai eu au téléphone, on en parlait, c'est-à-dire le fameux devoir de réserve, mais en même temps, on a envie de dire qui produit qui diffuse quand on est un diffuseur, qui finance. J'ai l'impression qu'au vu de l'urgence de la situation aujourd'hui, on est tous un peu amenés à être des résistants. On parlait de faire de la pédagogie clandestine. Enfin, en tout cas, moi, je vais parler en mon nom. C'est vrai que j'assume pleinement le fait que les nouveaux récits, c'est pour faire de la pédagogie clandestine, pour élever les consciences, en fait. Et donc, comment ça se passe ? Est-ce qu'on peut quand même... J'aime pas le mot positif personnellement parce que je trouve que, pour revenir au terme de Pascal de Gaillatis, on crée de la polarité, c'est-à-dire que finalement le positif appelle le négatif. Mais dans le fond, nous, ce qu'on veut, c'est d'aller vers une forme d'unité, de conscience de la reliance, de conscience de l'interdépendance, de conscience du vivant. Dans le vivant, il y a de l'ombre. Mais comment on fait pour créer des récits qui soient vraiment vivants, en fait, qui nous connectent au côté organique ? Est-ce que ça peut être un critère, en fait, dans vos cases ? Vous parliez, Yves, de Le problème, c'est qu'il n'y a pas de case. Il n'y a pas de case. Il n'y a pas de case. Oui. Il ne faut pas créer des cases là où il n'y en a pas. C'est-à-dire que là, c'est plutôt vous qui ramenez ça à une case. On vous entend pas trop. Il n'y a pas de case. Bien, ouais. 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 Si vous pouvez parler, voilà, merci. Il n'y a pas de case. On attend des super récits. Ce que vous dites, on en rêverait tous de trouver ces récits hyper inspirants, inspirationnels et qui rassemblent tout le monde autour. On les cherche. Ouais. Écrivez-les, et il y a plein de dispositifs. Et les gens autour de la table qui lisent les projets, c'est des gens qui cherchent ça aussi. On réunit des gens très très différents dont on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas la fibre militante, qui viennent de parcours, de vie, de regards très différents. On a beaucoup évolué en ce sens et regardé tous les membres de commission et tous les types de dispositifs qui permettent des formes très différentes aussi. Ce que disait Yves est très juste, le lieu de renouvellement aujourd'hui, c'est sur YouTube aussi, sur les plateformes. Et on a été les premiers au monde à créer un fonds d'aide, CNC Talents, pour aller chercher ces talents-là et les développer. Mais on ne va pas écrire, on ne va pas leur dire ce qu'ils vont devoir écrire et filmer. Dans quel monde on serait si une institution, un État, disait ce qu'il faut dire et écrire à ces artistes. C'est pas possible. Donc on est là pour accueillir les créateurs, leur donner tous les moyens de créer, mais on ne peut pas se substituer à eux, encore une fois. Et on ne peut que constater, en le regrettant ou pas, qu'il n'y ait pas plus de films que vous appelez de vos voeux, même si, encore une fois, il faut bien les regarder. Par exemple, Woman at War, qui est un film quand même qui a été sélectionné à Cannes, il était passé quand même entre les mailles de votre filet, vous de spectatrice, vous l'aviez pas vu, et donc il y a un gros boulot aussi de repérer ce qui existe. Et de le faire encore mieux voir et de le faire circuler, parce que il y a quand même, on a une création. Dire que je fais pas bien mon travail? Non, mais je veux dire, il y a une création qui est importante quand même déjà. Non, c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi beaucoup de choses qui existent et qu'on ne fait pas encore assez voir aussi, parce qu'il y a beaucoup de créations qui demandent à trouver aussi leur public et qui sont des nouveaux récits et qui sont formidables, mais
c'est pas simple d'émerger. Valérie, et je suis, je rebondis vite fait. ouais. Pour rebondir par rapport à la réaction et à ce que vient de dire Julien, pour France Télévisions, l'écologie, par exemple, est au cœur du deuxième mandat de la présidente, et donc il y a un côté militant et de positionnement. Et moi, j'estime que quand il y a une expérience VR sur les 10 Sapiens qui revoit la place de la femme il y a moins 38 000 ans, et qu'on s'aperçoit que la place de la femme, c'est pas celle qu'on nous a inculquée, c'est militant. Quand on fait une appli AR sur les composants de nos portables, avec un témoignage d'un homme qui a été enfant soldat et enfant mineur, c'est militant. Quand on invite à la lecture les jeunes, c'est militant quelque part. Quand on invite via un conte la découverte de tableaux du musée d'Orsay, c'est aussi militant. Et donc c'est aussi engagé. Sauf que, évidemment, le Story Lab est tout récent. Les projets sortiront cet automne. La problématique, c'est la visibilité de ces projets et de le faire savoir, puisque par exemple France Télévisions n'est absolument pas attendu sur des projets de VR et d'AR. Donc nous savons faire, mais il nous faut faire savoir. Et moi j'estime que quand on part sur un projet, je parlais d'enthousiasme tout à l'heure, mais il y a aussi la conviction. Mes convictions que je mets au service de France Télévisions, ma déontologie qui est très importante. Sinon, je ne pourrais pas me regarder tous les matins dans le miroir. Et ça je pense qu'en tant que aussi producteur, en tant que diffuseur, ça porte. Et sur le CNC aussi, on a la conviction que si on aide les nouveaux talents et si on a pour France Télévisions une mission de service public, notamment par exemple sur l'environnement, c'est pas pour rien que j'ai 3 projets en développement sur l'environnement. Mais c'est quoi? C'est pas sur l'environnement. À chaque fois, il y a une histoire. Soit c'est documentaire, soit c'est fiction. L'environnement est un contexte, est un prétexte pour démarrer quelque chose, pour aller interpeller l'utilisateur. Et c'est vrai qu'on utilise les smartphones. Alors on pourrait se dire pourquoi utiliser une appli AR pour parler des minerais qui composent nos smartphones. C'est justement parce que les utilisateurs sont sur ces smartphones. Voilà, j'ai fini. Pardon, excusez-moi. Alors, pour conclure, on a deux questions. Pour une fois qu'on peut avoir un dialogue. Oui, c'est bien. On ne coupe pas le... Ma question est toute simple. À quel point il faut être avancé pour prendre contact avec vous et comment on fait? Si je devais rajouter quelque chose, je pense que... Contacter qui? On sentait la frustration un peu dans la salle de ne pas être écouté, surtout quand on est militant. Et je pense qu'il y a peut-être une distance entre vous et nous, peut-être, qui n'était peut-être pas réelle. Mais du coup, je voulais savoir de façon très pratique comment... Je peux répondre pour ma part. J'ai envie de dire que pour moi, il n'y a pas vraiment de règles. C'est-à-dire que il y a des projets sur lesquels je me suis embarqué, sur des scénarios ou des projets très aboutis, très écrits, très précis, portés depuis longtemps par des auteurs ou des personnes qui ont développé. Mais il y a aussi des projets sur lesquels je me suis embarqué sur un coup de tête, parce que j'ai reçu par mail une vidéo de quelqu'un qui me raconte quelque chose en 1 minute 30 que je ne connais pas du tout. Je prends l'exemple d'une série télé documentaire qu'on produit, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Nu et culotté. Nu et culotté, c'est un jour, on sort par mail 2 minutes 30 de Nantes Mouts, qu'on ne connaissait pas du tout. Ils nous font leur démonstration à poil de pourquoi partir à poil c'est intelligent et c'est intéressant et ça peut raconter quelque chose de l'humanité et ça peut être une force de proposition d'un monde constructif, pour utiliser des grands mots. Voilà, et on a eu un coup de cœur sur eux. Ils n'avaient jamais fait de télé on a débarqué à France 5. Ils sont venus à poil avec nous, on a fait le tour de France 5 avec eux à poil, et ça a embarqué tout le monde. Voilà. Pour donner un exemple. Donc, j'ai envie de dire que tout est possible, pour peu. Encore une fois, moi en tant que producteur, je ne suis qu'un passeur ou qu'un ambassadeur. Mais pour être un bon passeur ou un bon ambassadeur, j'ai besoin de bien comprendre, de bien cerner l'intention, le projet. Il faut évidemment que ça me parle, que ça me raconte quelque chose, que ce soit quelque chose que j'ai envie de découvrir, de voir, qui ait du sens, ou qui me fasse rire, peu importe. Mais il faut que j'en saisisse la pertinence, la profondeur, et que je sois à même de moi-même le porter. Parce que, voilà, encore une fois, moi je suis là pour réunir les moyens
artistique, financier, humain. Mais voilà, après, c'est les auteurs, les réalisateurs, les réalisatrices qui nous amènent ces idées-là. Donc, c'est possible à tout moment, il n'y a pas de règle. Voilà. Johanna, il y a un... Mais ça m'arrive, pardon, juste pour terminer, ça m'arrive aussi, bien évidemment, de lire des projets, de dire c'est super, mais je trouve que ce n'est pas assez avancé pour que je puisse prendre une décision. Ça m'arrive aussi, parce que je peux sentir qu'il y a quelque chose d'intéressant, mais je n'en suis pas encore assez convaincu, pour différentes raisons, où je ne vois pas comment je vais être capable de faire en sorte que ça devienne une réalité, donc un film ou une œuvre télé. Donc je peux dire, oui, c'est pas assez abouti pour moi. Voilà. Donc tout est possible. Il y a un projet de plateforme, Johanna, oui. Potentiellement, les scénaristes peuvent rencontrer des acteurs. Oui, alors juste avant, pour l'aide au développement de la région, que vous soyez expérimenté ou non, vous pouvez proposer un projet. Donc rentrons en contact ou sur région-ile-de-france.fr ou filmparregion.com, il y a les informations, on vous met en relation avec la personne qui s'en occupe, il n'y a aucun problème. Oui, alors justement... On développe avec vous, pour la première année, cette plateforme de mise en relation entre vous, porteurs de projets, et producteurs. Donc vous êtes normalement inscrits pour vous présenter vos projets. Et actuellement, des producteurs s'inscrivent et se connectent. Donc n'hésitez pas à bien compléter votre profil pour cette mise en relation qui commence donc de mardi prochain, mardi, mercredi, jeudi, et à solliciter des rendez-vous en ligne. Donc c'est une plateforme de rendez-vous en ligne, tout est gratuit. Et donc, nous, on a invité un ensemble de producteurs en Ile-de-France qui font différents types de formats, sur différents types de sujets. Il y a une grande variété. Donc voilà, n'hésitez pas à les solliciter. Eux-mêmes devraient vous solliciter des rendez-vous. Donc ça, c'est aussi une façon de se mettre en relation très facilement grâce aux technologies. Ça, c'est super. Et alors, pour ma part, c'est le même circuit que pour le documentaire ou la fiction. C'est-à-dire qu'un auteur doit... la personne qui peut me présenter un projet, c'est un producteur. Donc, l'auteur doit rentrer en contact avec un producteur. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Les producteurs de VR et XR sont associés dans le cadre de PXN, donc vous pouvez aller voir sur leur site et les contacter. Et sinon, je vous recommande vivement d'aller à New Images, qui est le festival XR de Paris, au Forum des images, pour rencontrer tous les interlocuteurs du secteur et de voir ce qui se fait à l'international et en France en XR, VR et AR. Non, je voudrais juste rajouter une chose, c'est que je comprends bien que vous cherchez la clé, que vous cherchez... c'est difficile pour chacun de faire exister ces projets, mais sachez que moi, en tant que producteur, je cherche aussi, c'est-à-dire qu'on est au même niveau. Vous cherchez, mais nous, on cherche aussi. Donc il n'y a pas de défiance ou pas du tout à l'égard des projets qu'on pourrait recevoir. C'est simplement qu'il faut... Voilà, c'est une alchimie complexe, encore une fois. On lit beaucoup de projets, on en retient peu. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons, ça veut dire que peut-être que c'est des projets qu'on n'est pas capable de faire ou qu'on lit mal. Tout ça est possible, mais voilà, il faut trouver l'âme sœur, j'ai envie de dire, producteur, talent, réalisateur, auteur, etc. Et côté diffuseur, on cherche aussi. Et en fait, on parlait de quand un projet se fait et va au bout, c'est aussi une collaboration entre des auteurs, des producteurs et des diffuseurs. C'est aussi comme ça que ça prend, qu'à un moment donné, ça fonctionne. Une dernière question, si tu veux bien, Valérie. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bonjour. Toute la journée, on a parlé donc d'environnement et au début de la rencontre aussi. Moi, j'aimerais savoir, donc, après le premier confinement, on a vu que la Terre, surtout en Ile-de-France, l'air était beaucoup moins pollué, même dans les autres grandes villes. Moi, je voulais savoir, donc, comment vous pensez donc, introduire cette notion dans la phase de production du film, donc pas à l'écran, donc nous spectateurs on ne le voit pas, mais vous dans cette phase de construction du film, comment vous l'introduisez? Parce que je trouve ça dérisoire de parler donc d'un monde meilleur à l'écran, alors que derrière on fait des décors que l'on jette après ou qu'on remplit des bassines dans les studios et ensuite l'eau on le reverse n'importe où. C'est pour savoir comment on allie les deux, donc ce que l'on voit à l'image et ce qui se passe
derrière l'écran. Merci de poser la question de l'éco-production que j'ai complètement oublié de vous poser. Heureusement que vous Alors êtes moi, là. je peux vous répondre sur ce point-là de manière très concrète parce que c'est une question qu'on se pose depuis longtemps chez Bonne Pioche. Le premier éco-tournage qu'on a fait en cinéma, c'était en 2013. C'était une coproduction avec la Belgique où on s'était appuyé sur une association qui nous conseillait à l'époque sur comment limiter notre empreinte carbone, etc. etc. Donc, et on le fait depuis sur tous nos films. Actuellement, là, je suis en tournage à Chamonix sur un long métrage, une comédie qui s'intéresse à la thématique du réchauffement climatique à travers cette image terrible du glacier qui disparaît sur les hauteurs de Chamonix. Et ça raconte l'histoire, juste pour en dire deux mots, l'histoire d'une bande d'adolescents d'une classe de 3e qui vont s'embarquer dans le projet un peu dingue d'essayer de couvrir le glacier avec des bâches géotextiles pour limiter et freiner la fonte des glaces et qui s'appuie sur une expérience qui a eu lieu sur certains glaciers, notamment en Italie. Ouais, c'est avec Clovis Cordillac, Claudia Tagbo, c'est un feel good, c'est plutôt une comédie. Voilà. Et donc ce film, actuellement en tournage, on a fait en sorte de mettre en place tout un tas de petites choses. On n'a pas la prétention d'être irréprochable, certainement pas. Mais en tout cas, chaque jour, on s'interroge sur ce qu'on peut essayer de faire mieux pour être le plus responsable possible, le plus respectueux possible de l'environnement. Donc ça passe par des petites choses. Hein. Alors déjà, c'est 0 impression, 0 papier. C'est 0 plastique. C'est une cantine locale bio circuit court. C'est des voitures électriques, c'est pas de voitures exclusives, c'est-à-dire que c'est que du covoiturage, c'est du recyclage de décors, c'est des vêtements et des matériaux d'occasion dans les décors, voilà, etc., etc. Donc on travaille là-dessus, on s'appuie sur une organisation qui s'appelle Sequoia. Voilà, et on est en réflexion quotidienne sur ces points-là. Donc, il y a encore... Et les équipes, ce qui est intéressant, c'est que sur les premiers films, quand on a commencé ça, les équipes étaient assez réfractaires. Pour vous donner une idée, dans les contrats comédiens, les comédiens un peu stars nous demandaient toujours des voitures exclusives, etc., avec personne d'autre dans la bagnole. Aujourd'hui, quand on négocie les contrats, et quand on parle de covoiturage, les agents, les acteurs, même les plus connus, on va dire, l'entendent, l'intègrent. Et voilà, donc c'est des petites choses, encore une fois, mais voilà, ça commence à rentrer dans l'esprit de chacun. C'est même une fierté pour l'équipe, c'est-à-dire que chaque jour, sur la feuille de service, on fait le bilan. Aujourd'hui, on a réussi ça. On a fait un compost de tant de kilos. Enfin voilà, encore une fois, ça paraît anodin, mais du coup, ça entraîne aussi l'équipe, la production et les partenaires dans quelque chose d'extrêmement positif. Ça amène une certaine fierté. Et en plus, on est pour le coup cohérent avec la typologie de film et les sujets qu'on a envie d'aborder. Je l'ai mentionné rapidement tout à l'heure, j'ai parlé d'EcoProd. Donc ecoprod.com, c'est une plateforme, un centre de ressources. On est un collectif d'acteurs de l'audiovisuel. Le CNC est membre, France Télévisions, nous avons le groupe Audience, Canal+, TF1, et j'en oublie. Et en fait, on met à disposition gratuitement des guides, des fiches pratiques, des outils sur toutes les bonnes pratiques que vient d'exposer Yves. Plein de recommandations. Donc, je vous invite à aller regarder. Il y a aussi des formations gratuites en ligne, des formations gratuites pour les professionnels. Mais voilà, c'est un véritable centre de ressources qui existe depuis 10 ans. Et c'est vrai que ce sujet-là, maintenant, imprègne toute la profession, je crois, et prend de l'ampleur. Il va y avoir des annonces au prochain festival de Cannes, très fortes. On a réuni un groupe d'experts pendant plusieurs mois pour travailler très concrètement sur un plan de transformation de l'ensemble de la filière. Et donc, à Cannes, il y aura un plan d'action très, très clair sur l'ensemble de ces sujets qui sont alors déjà en partie pris en compte. Et par exemple, dans les derniers dispositifs qu'on a lancés, notamment celui choc de modernisation pour renforcer notamment les industries techniques, les studios, le critère de respect de l'environnement était prioritaire. Donc c'était pour justement donner les moyens à tous ces acteurs techniques de pouvoir se transformer, trouver des solutions pérennes qui soient les plus
les plus respectueuses de l'environnement. Et pour vos projets, il y a plein de solutions, évidemment, comme disait Yves, le partenaire privilégié, et nous, il y a beaucoup de nos dispositifs qui cherchent à faire ce lien avec les producteurs, hein, c'est d'essayer de trouver un dialogue et un passeur. Il y a aussi des dispositifs qui peuvent être accessibles à des auteurs seuls, donc là, il faut tenter sa chance, hein, et selon les formes que vous développez, il y a des dispositifs différents. Si c'est pour de la web vidéo, si c'est pour de la VR, on a aussi des dispositifs. C'est pour du court-métrage plus cinématographique, on a des dispositifs dédiés. Donc il y a plusieurs voies et types de solutions en fonction de vos projets. Et encore une fois, ne croyez pas que les membres de commission qui sont des auteurs, comme vous, il y en a. Et d'ailleurs, vous pouvez, ça c'est une autre chose qu'on pourrait faire, c'est qu'il y en ait, certains d'entre vous dites, si vous ne vous sentez pas représenté, venez être lecteur dans les commissions du CNC. On a besoin sans cesse de renouveler nos regards et des personnes qui sont des professionnels de tous les maillons de la chaîne et qui viennent évaluer et être face à tous les projets, et vous allez voir que c'est pas simple aussi, c'est une responsabilité compliquée, hein, de savoir évaluer et sélectionner, parce que malheureusement on peut pas aider tout le monde, hein, on est toujours dans des enveloppes contraintes, et donc il faut faire des choix, toujours avec ce souci en effet d'essayer de faire émerger la plus grande diversité et la plus grande originalité, la plus grande nouveauté. Mais c'est pas simple. Je voulais juste préciser que du coup la région Île-de-France a un éco-bonus aussi dans le cadre du fonds de soutien cinéma audiovisuel. Quand vous recevez l'aide à la production, vous pouvez, avec une note d'intention, expliquer vos intentions de pratique éco-responsable sur le tournage, et donc la région abonde en fonction du budget du film pour vous aider à mettre en place des bonnes pratiques, embaucher un éco-manager par exemple, ou renforcer son équipe et définir une stratégie. Voilà. Donc il y a un vrai engagement dans ce sens-là. Alors on approche de l'heure de la fermeture des lieux. Bon, moi, en tout cas, je voulais vraiment vous remercier déjà du fond du cœur d'être là, parce que pour moi, c'est déjà un geste et une main tendue en termes de temps, de dialogue. Bon, je ressors avec un peu le même sentiment que l'année dernière, où effectivement, il y a une petite déconnexion entre le public et la scène, et c'est OK. C'est OK parce que l'important, c'est qu'on maintienne le dialogue. Et il y avait exactement la même remarque l'année dernière, qui est que, en gros, on attend que vous nous proposiez des projets. Parce qu'il y avait exactement la même chose qui était ressortie l'année dernière, et ça avait beaucoup frustré les scénaristes, cette phrase. Et c'est pas grave. C'est pas grave parce que l'important, je pense déjà, c'est qu'on soit là et qu'on discute autour de la table. Donc un grand merci pour ça. Moi, je propose qu'on profite de la plateforme qu'est le Festival Atmosphère, ces nouveaux récits, et du dialogue qui a commencé, pour qu'on poursuive en fait la conversation, qu'on n'ait pas de certitude, que humblement on se dise ok, ensemble, mais un peu avec de l'horizontalité, qu'est-ce qu'on peut faire. Et si je peux me permettre, parce que je suis aussi auteure-réalisatrice, et je pense que le fait de devoir passer par un producteur pour parler aux diffuseurs, ça crée aussi quelque chose de l'inaccessible. Enfin, encore une fois, ça n'engage que moi, mais la fois où j'ai vendu une série, je l'ai vendue directement aux diffuseurs. Et parce que justement, les producteurs me disaient que ça ne se vendrait jamais. Voilà, c'est mon témoignage personnel. C'est vraiment personnel. Hein. J'ai mis 2 ans, hein. J'ai parcouru tous les producteurs, tout le monde me disait on n'y croit pas, on n'y croit pas. Et c'est OK, c'est pas un reproche, mais je me dis que, en tout cas, moi, j'aspire à ce qu'on ait un espace de dialogue comme celui d'aujourd'hui. Encore une fois, merci. J'espère qu'on pourra continuer à l'avoir. J'espère que aussi, j'adorerais qu'on partage ensemble des expériences comme celle qu'on a vécues ce matin, où on a fait un voyage quantique, et du coup, je pense que ce qu'on a vécu ce matin aussi a créé une forme de reliance, et du coup, on s'est beaucoup connecté aussi à travers ça, et du coup, c'est peut-être aussi de ça qu'on aurait envie, c'est
avec toutes les personnes et les acteurs de la chaîne, vivre des expériences qui nous connectent au niveau de notre intériorité et de notre humanité, et pourquoi pas qu'on fasse de l'intelligence collective ensemble. Et j'espère que ce qu'on fait avec l'ADEME et le Festival Atmosphère va continuer à aller dans ce sens-là. Donc, un grand merci. Un grand merci.